Merci beaucoup. Je crois que Bernard a distribué le texte. J'espère que tout le monde a le texte de ce poème dont je vais parler, qui est un poème de Arun Kolatkar. C'est un poète né en 1931 et mort en 2004, un poète indien de Bombay, de la ville de Bombay, où il a toujours vécu. C'est l'un des plus grands poètes indiens contemporain. C'est un écrivain bilingue qui a écrit en marathi et en anglais. Il a également été peintre, traducteur, graphiste, musicien, publiciste. Et c'est un poète qui avait une connaissance intime de la poésie et de l'histoire de la langue anglaise. C'est une voix qui est enracinée dans le monde historique et culturel de l'Inde et dans l'espace géographique de Bombay. Une poésie qui est aussi parfois fortement inspirée par le surréalisme, par la Beat Generation des années 50, une poésie qui puise également dans l'héritage immédiat de la poésie moderniste et avant-gardiste européenne, dans des formes, et qui s'est également intéressé de très près à des formes musicales comme le blues, le rock, le mouvement folk, et d'une manière générale qui s'est intéressé à toute la culture populaire américaine. C'est une poésie très attentive aux réalités quotidiennes, y compris aux plus triviales. Le recueil Kala Goda, poème de Bombay, d'où est tiré ce poème, est un recueil qui dépeint et qui transmue l'ordinaire de Kala Goda, qui est un quartier de Bombay, un quartier sud de la ville. Le nom de Kala Goda signifie cheval noir, et c'est un nom qui s'explique par la présence en ces lieux, autrefois, d'une statue équestre du roi Édouard VII, qui était alors prince de Galles, à l'époque coloniale. Et la statue a depuis été ironiquement déplacée et installée dans un jardin zoologique. Au fil des poèmes du recueil et autour d'un carrefour qui est perçu comme une scène, le monde de la rue grouille, qu'il s'agisse d'enfants errants, de vendeurs ambulants, de lépreux, de mendiants, de jeunes prostituées, mais aussi d'objets, de créatures abandonnées, des vieux pneus de vélo, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des poèmes qui sont consacrés aux ordures d'ailleurs. Tout cela qui fait partie de l'univers ordinaire, des objets qui, à force d'être présents, finissent par être invisibles, puisqu'ils appartiennent au quotidien. Donc tas d'ordures, pneus crevés, affiches déchirées, vieux vélos, feux de signalisation, etc. Donc c'est en lien avec le thème de ce colloque, le jeu, que je veux bien sûr vous parler de ce poème. Et j'ai choisi, je vais vous lire le texte, mais avant, donc, je voudrais simplement dire que j'ai choisi comme titre pour cette communication le signifiant en jeu, en raison de l'importance capitale, en dehors de la thématique ludique dont je vais parler également, en raison de l'importance capitale du texte en tant que forme graphique et tissu sonore. C'est un point sur lequel je reviendrai. Donc vous avez ici le texte, j'aurais pu le faire projeter, mais j'ai oublié, à vrai dire. Donc, enfin, vous avez le texte, comme ça vous pourrez le garder et méditer si ça vous intéresse. Édition bilingue, c'est un texte assez court. Je vais vous le lire en anglais, puisque quand on parle de signifiant, ça me semble quand même préférable d'entendre le texte dans la langue. A game of tigers and sheep. Who has the tigers and who the sheep? Never seems to make any difference. The result is always the same. She wins, I lose. But sometimes when her tigers are on the rampage and I've lost half my herd of sheep, help comes from unexpected quarters above. The rusty shield bearer, neutral till then, paradrops a winning flower, yellow and irrelevant, on the checkerboard drawn on the pavement in charcoal, cutting off the retreat of one tiger and giving a check to the other. And quickly follows it up with another flower, just as yellow and just as irrelevant, except that it comes down even more slowly. A flower without a search warrant that brushes past her earlobe, grazes her cheek and disappears down the front of her low-cut blouse, where she usually keeps a stash of hash to confuse her even further with its mildly narcotic but very distracting fragrance.
Il s'agit donc d'un poème qui a pour titre A Game of Tigers and Sheep, partie de tigres et de moutons, qui met en scène, comme vous l'avez vu, deux personnages, un homme et une femme. Le titre fait allusion à un divertissement populaire, le jeu des tigres et des moutons, qui est connu également sous le nom de jeu des tigres et des chèvres. Alors il s'agit d'un divertissement très ancien, originaire du Népal, dont il est d'ailleurs le jeu national, qui a pour nom Baga Chal. C'est un jeu à 2 joueurs qui se présente sous la forme d'un plateau sur lequel 5 fois 5 points sont reliés de façon orthogonale pour former une grille. On tire au sort qui aura les tigres et les moutons, ce à quoi fait allusion le premier vers du poème « Who has the tigers and who the sheep ?» qui a les tigres, qui les moutons. On relèvera d'ailleurs ici la structure grammaticale, le pronom relatif n'étant ici pas interrogatif mais indéfini, puisqu'il n'existe pas d'antécédent. Autrement dit, le sujet n'est précisé qu'a posteriori et la relative qui suit désigne un procès et constitue ainsi une identification suffisante. En d'autres termes, ce que dit la grammaire, c'est que les sujets n'existent pas en dehors de leur acte, c'est-à-dire du jeu et de ce qu'ils y accomplissent ou non. Quant aux 2 derniers vers de la première strophe, « She wins, I lose », donc elle gagne et je perds. Ces vers font allusion à une expression toute faite lorsqu'on tire au sort à l'aide d'une pièce de monnaie, c'est-à-dire « Heads, I win, tails, you lose ». Face, je gagne, pile, tu perds. Heads, désignant le recto, face, et tails, le verso, pile. Le parallélisme est accentué ici par la disposition des vers, et l'emploi de cette formule participe d'une intention à la fois esthétique et politique, c'est-à-dire la repoétisation du langage populaire. En d'autres termes, tout mot est poétique, de même que toute personne est potentiellement roi ou reine, être conquérant ou être conquis. L'objectif pour les tigres dans ce jeu est de capturer les chèvres, les moutons, et pour les chèvres ou les moutons, de bloquer le mouvement des tigres. Chaque partie est faite de 2 manches. Les joueurs changeant de rôle. Le gagnant est la personne qui a sauvé le plus de chèvres ou de moutons à la fin. Le poème de Colatkar n'est toutefois pas, à proprement parler, une description de ce jeu, mais plutôt l'évocation d'une relation amoureuse, dont le jeu est la métaphore. Relation entre un homme et une femme, les 2 joueurs, l'homme, qui est le locuteur, rendant compte avec émotion et sensualité du triomphe systématique de l'amante sur lui. Elle gagne, celle-ci étant elle-même soumise à certains aléas, la chute lente des fleurs des arbres, les parfums entêtants, et celle-ci se trouvant engagée dans ce qui s'apparente, comme lui d'ailleurs, à un jeu de l'amour et du hasard. Le poème de Colatkar se présente sous la forme suivante. 7 strophes de 5 vers libres chacune. Le jeu n'étant pas que celui auquel thématiquement renvoie le poème, mais aussi le jeu avec les formes. C'est celui-là qui m'intéresse. La symbolique du chiffre 7, 7 strophes, est immense et complexe, bien connue. Certains de ces aspects sont célèbres, 7 jours de la semaine, 7 degrés de la perfection, 7 sphères célestes chez Dante, etc. Dans l'hindouisme, c'est le chiffre sacré par excellence, les chakras, c'est-à-dire les centres d'énergie localisés dans le corps humain, étant eux-mêmes au nombre de 7. Il est évident que le choix de ce chiffre n'est pas fortuit, ici. Je l'interprète comme la représentation formelle d'une totalité idéale désirée, celle de l'accomplissement amoureux, dont rien n'affirme la certitude. Chacun des protagonistes étant engagé dans une démarche égotiste. L'écriture pour l'un, les plaisirs narcotiques pour l'autre. 7 strophes, donc, chacune étant composée de 5 vers. Ce chiffre renvoyant à la structure même du plateau, comme je l'ai dit au début, 5 fois 5 points, reliés de façon orthogonale pour former une grille. Le poème est l'échiquier, appelons ainsi ce qui est dessiné sur le trottoir, puisque la grille en fait est dessinée à la craie ici sur le trottoir, il n'y a pas de plateau à proprement parler. Le poème et l'échiquier se correspondent afin de signifier que l'écriture est un jeu et le jeu une écriture, celle d'un destin, jeu ne signifiant nullement frivolité, rien n'étant plus sérieux, comme je l'ai rappelé hier, que les pratiques ludiques. On sait d'ailleurs que le jeu s'abolit ipso facto si d'aventure les protagonistes ne jouent pas sérieusement. Le chiffre 5 est en outre investi, comme le 7, d'une forte fonction symbolique dont je ne retiendrai ici que quelques aspects qui sont significatifs, les 5 sens, bien sûr, la totalité du monde sensible, ce qui est signifiant dans le contexte amoureux du poème, posséder l'autre ou être possédé par lui.
et plus spécifiquement dans le contexte de l'Inde, 5 étant considérés comme le principe de vie, et pour cette raison associés à Shiva en tant que seigneur de l'univers. On relèvera enfin que l'échiquier est dessiné au charbon sur le trottoir, ce qui le rend éphémère et effaçable, tout comme les mots qui le portent, et sans doute aussi comme le sentiment amoureux. Est ainsi établie implicitement une correspondance entre la lettre, le dessin, l'affect et le désir, à la fois puissant et fragile. Le poème est par ailleurs écrit en vers libre, c'est-à-dire en vers de longueur et de rythme variables, en outre non reliés par la rime, ce qui n'exclut pas, bien au contraire, la présence d'assonances et d'allitérations créatrices d'homophonie. J'y reviendrai rapidement. Ce vers repose aussi en anglais sur le rythme de la langue parlée et sur le contrepoint de syllabes accentuées et non accentuées. Est ainsi créée l'illusion d'une expression naturelle, ici en conformité avec le propos et le compte-rendu d'une expérience ordinaire, qu'il s'agisse d'un jeu de société ou d'une relation amoureuse qui lui est associée. Le temps verbal est le présent, ce qui va dans le même sens. La première strophe énonce une vérité générale, et l'effet produit est de donner le sentiment que la réalité décrite est statique, l'action est arrêtée, la chronique des faits est suspendue par ce présent, la scène représentée est figée. Cela dit, l'énonciation, toujours au présent, se poursuit dans les strophes suivantes, en se réalisant dans des actes concrets et en créant ainsi un effet de réel, puisque le présent dit la coïncidence temporelle du procès référé avec le procès signifié. Cette illusion naturelle, entre guillemets, qui laisse entendre que le locuteur parle au moment où le poème s'écrit, est corroborée par le choix du lexique, qui appartient au vocabulaire ordinaire de la vie quotidienne. Deux registres principaux apparaissent. Le vocabulaire de la nature, animaux, arbres, fleurs, et celui de la ville qui n'apparaît que sous la forme du substantif pavement, le trottoir. Apparaît également le vocabulaire de la guerre ou du combat, les tigres qui se déchaînent, les troupes décimées, les quartiers militaires, la retraite, le parachutage, le mandat de perquisition. Et également le vocabulaire du corps humain, celui érotisé de la femme désirée, l'oreille, la joue, les chancrures du décolleté. Nature, guerre, corps humain, voilà un lexique bien connu qui nous éloigne de l'échiquier ludique pour nous ramener sur un terrain classique, celui de la joute amoureuse et de ses heures et malheurs. À quoi en effet joue le poète ? Dans un premier temps, à la réécriture du jeu de l'amour et du hasard. Il procède à un renversement des rôles, genrés, traditionnels. L'homme ne conquiert pas puisqu'il perd, à moins que Kolatkar ne se réfère à d'autres traditions, celle de la courtoisie, par exemple, où la femme est placée en position d'admiration. Je peux ici proposer deux lectures thématiques totalement différentes et voire antithétiques. Selon la première, le jeu métaphorise la conquête difficile, mais réussie par l'homme de la femme désirée. Elle est plus forte et l'homme doit se soumettre à la force de son désir à elle. Il perd donc toujours. Il perd pied momentanément, jusqu'au moment où tombent, comme autant d'adjuvants, des fleurs bénéfiques, c'est-à-dire où s'effectuent des caresses frôlant l'oreille, la joue et la poitrine de l'amante. Étourdie, confused, distracted, celle-ci se laisse aller implicitement avec lui à un plaisir physique comparable à celui procuré par les opiacés et qui en sont ici la métaphore, ce qui stricto sensu la met hors d'elle, distracted, tant est puissante la jouissance vécue. Selon la seconde lecture, qui est complètement opposée, l'homme fait l'aveu de sa faiblesse rédhibitoire, la thématique du poème étant la métaphore d'un jeu érotique où l'homme reconnaît son impuissance, je perds, I lose, que j'interprète là comme étant encore de nature sexuelle. La destruction d'une partie de mouton s'apparente stricto sensu à une débandade, et les fleurs qui choient, que je comprends comme des rêveries fantasmatiques auxquelles l'homme tente de se raccrocher, n'apportent qu'une aide momentanée. Le plaisir n'est plus que celui de la femme, engagée dans la jouissance auto-érotique et narcotique de son propre corps. Pourquoi ces deux lectures, voire bien d'autres, et laquelle est la vraie ? Les deux, et bien d'autres, et aussi nulle d'entre elles, le poème n'étant qu'un jeu avec les mots et les sens, que ce soit les pluralités des sensations ou des myriades de significations, toutes possibles puisqu'il n'existe pas de sens interdit en poésie. Par ailleurs, si le poème, dans sa construction, donne l'illusion d'une régularité, on observe deux choses. Ce qui se présente au début de la première strophe
comme un parallélisme laissant sa chance à chacun. Who and who has the tigers and who the sheep, sans désignation des personnes. Cela se transforme en constat inattendu, la présence d'un adjuvant ne respectant pas les règles du jeu, en l'occurrence l'arbre qui laisse choir des fleurs. Cela introduit aussi de la transcendance, la providence représentée par l'arbre qui surplombe la scène, là où le jeu, celui des tigres et des moutons, comme celui du désir, n'est en principe qu'immanence. Ce rapport entre immanence et transcendance est l'une des caractéristiques essentielles du regard que Colatkar porte sur le monde, dont la trivialité est le reflet ou la trace de ce qui se joue dans un ailleurs indéfini, que l'on pourrait imaginer platonicien si Colatkar ne se défiait radicalement de toutes les catégorisations. Simulacre d'un simulacre, la surface du monde, qui pour autant n'en oublie pas l'idée, pourvu qu'on y croit, vaut néanmoins la peine d'en jouir. L'autre point remarquable est la technique employée par le poète, empruntée à un tout autre domaine esthétique, le cinéma, qui joue lui aussi sur l'horizontalité et la verticalité. Colatkar adorait Eisenstein, Kurosawa, Truffaut, Vajda. Il joue par conséquent sur cette tradition du cinéma et notamment sur les effets de plongée. La plongée est une représentation au cinéma, on le sait, dont le point de vue est situé au-dessus du sujet. L'axe de la perspective n'est pas horizontal, mais en pente descendante. La plongée s'utilise au cinéma fréquemment pour montrer, depuis une position élevée, la disposition des lieux dans un plan d'ensemble. Colatkar se conforme ici à cette stratégie qui, en conformité avec ce qui se passe fréquemment au cinéma ou avec la photographie, se focalise sur ce qui est une partie érotisée du corps, en l'occurrence la poitrine de la jeune femme. C'est aussi au jeu de l'intertextualité que se consacre Colatkar. La présence du poète romantique William Blake est sensible à ses chants d'innocence et d'expérience avec le poème The Tiger. Les poèmes aussi de Blake consacrés à l'agneau, bien sûr christique chez Blake. De même, les deux dernières strophes et l'évocation du décolleté de la jeune femme doivent beaucoup à la poésie du blason, toujours érotisée. Je pense néanmoins, chez les poètes métaphysiques au XVIIe siècle, à The Flea, la puce de John Donne, qui est un poème consacré à la présence d'une puce sur le corps d'une femme, le mouvement de la puce sur le corps étant ici, comme la fleur chue sur la personne, un prétexte, bien évidemment, pour entrer dans l'intimité de la femme observée. De même, les effets synesthésiques, associant couleurs, toucher, parfums, doivent beaucoup à la poésie romantique. Keats, par exemple, et surtout la présence thématique du hashish, stash of hash à la fin du poème, renvoie à toute une tradition qui va du romantisme à la fin du XIXe siècle. Les romantiques privilégiaient l'inspiration aux dépens de l'imitation. Ils s'intéressent par conséquent de près au mécanisme de l'imagination tel qu'il se manifeste dans le rêve, voire dans l'hallucination. L'opium et son dérivé, le laudanum, le hashish, puis la morphine et l'éther, à la fin du XIXe siècle, censés stimuler la créativité en aidant à franchir les bornes de la conscience immédiate, avaient acquis la réputation flatteuse de favoriser l'émergence de nouvelles formes d'écriture, moins asservies à la logique et à la chronologie, et plus réceptives aux méandres labyrinthiques et créatifs de l'analogie. Je ne citerai ici très rapidement que les noms de Thomas de Quincey, l'auteur des Confessions d'un mangeur d'opium anglais, mais bien sûr aussi Gautier, La pipe d'opium, Baudelaire évidemment, Le mangeur d'opium, Les paradis artificiels, Nerval, Aurélia, etc., Rimbaud, Catulle Mendès, Jean Lorrain et Léon Daudet. J'insiste pas. Un point essentiel, et je terminerai là-dessus, toutefois, ne concerne pas que le jeu de pistes suggéré par la tradition littéraire évoquée ici, mais la façon dont le texte et le tissu sonore font travailler les signifiants, c'est-à-dire la phase graphique et acoustique du signe linguistique. Tout d'abord, le signifiant premier est le mot « game », « a game of tigers and sheep », dont la polysémie fait sens ici. Jeu, bien sûr, game, mais aussi gibier, game, comme dans le titre d'un film des années 30, ancien mais très célèbre, Les chasses du comte Zaroff, dont le titre est The Most Dangerous Game, 1932, le jeu dans ce film consistant à chasser un gibier, game particulier, en l'occurrence l'homme.
Par ailleurs, au fur et à mesure que se développe le poème, se tisse une trame sonore complexe jouant sur les assonances et les allitérations, et aussi sur une redistribution des lettres au sein des mots, à l'instar de pions qui se déplacent et se redistribuent sur l'échiquier. Je ne vais ici donner que quelques exemples à titre d'illustration. D'emblée, Collatcar joue avec les voyelles, les consonnes et leurs diverses réalisations. Dans le premier vers s'entend par exemple la diphtongue de tigers, qui est l'homophone du pronom personnel I, soit je, suivi d'une voyelle longue, le I de sheep, tigers, sheep. Puis au vers suivant, la même voyelle, brève cette fois-ci, le E bref de difference. Repris au troisième et quatrième vers, is, wins. Donc la même voyelle, mais cette fois-ci sous une forme brève. La diphtongue de tigers réapparaît au premier vers de la strophe suivante, enrichie par l'allitération. Sometimes tigers. Tigers, times. D'autres allitérations sont audibles, par exemple dans la strophe 4, checkerboard, charcoal, check, donc on entend très nettement, ou dans la dernière strophe, stash, hash, confuse, further, fragrance. Celle-ci ne signifie rien en soi. Elle ne vise qu'à constituer un tissu sonore mettant en avant la face acoustique du signe linguistique, c'est-à-dire le signifiant. Le texte peut alors se concevoir comme un micro-univers sémantique clos sur lui-même, précisément à l'instar du jeu, voire de tout jeu. Cet effet est renforcé par une autre démarche d'écriture, celle qui redistribue les lettres au sein des vers, les lettres étant en quelque sorte rebattues à la façon de cartes à jouer. Par exemple, dans la strophe 5, où se succèdent les signifiants follows, flower, yellow, slowly. Follows, flower, yellow, slowly. Des signifiants qui certes renvoient à des signifiés, mais pour moi, l'essentiel se love dans leur capacité à créer un univers sonore ou une partition aussi entêtante que les narcotiques évoqués en fin de poème. Ce n'est pas que le poème agit à la façon du hashish, c'est que l'écriture poétique vise à la création d'un monde autotélique, autosuffisant et néanmoins ouvert sur un imaginaire, laissant aux mots leur pleine liberté, notamment la liberté de se dégager du sens commun. Ce que le poème illustre est que l'être humain est sujet du langage et assujetti à lui, ce dont le jeu est la métaphore. On le crée et il vous crée, et l'affaire amoureuse que porte la thématique dit en fin de compte la même chose. Je vous remercie.